Et bonjour à tous, ici ECNS et bienvenue dans la première séance. La première séance, ce format de vidéo où je découvre un contenu en rapport avec Saint Seiya pour la première fois. Ici, le remake 3D de notre série préférée, qui en est donc à l'arc du Sanctuaire, la bataille contre les Chevaliers d'Or. La deuxième partie de la deuxième saison, donc saison 3, a démarré. On en est à l'épisode 15, donc épisode qui fait suite à l'épisode précédent, forcément, qui avait mis en scène les bronzes mineurs, en parallèle de la bataille principale contre les Chevaliers d'Or. Les bronzes mineurs, Jabu et toute sa clique, se sont battus contre des Chevaliers d'Argent, apparemment survivants. Bon, je vais pas vérifier entre temps pour savoir si ils avaient bien survécu dans les saisons précédentes, bref. Et ceci se déroulait juste après la bataille dans la maison du Scorpion, l'épisode juste avant, l'épisode 13. Donc épisode 15, on devrait normalement reprendre avec nos chers chevets de bronze qui devraient débarquer dans la maison du Sagittaire, et on va voir si il y aura beaucoup de différences ou pas avec le support original et avec la série animée. C'est parti. Retour au royaume des morts. Ah, alors on va peut-être pas arriver à la maison du Sagittaire. J'aime bien l'ambiance un peu lugubre là. On notera que Shun s'est réveillé bien plus tôt que dans le support original où normalement elle se réveille dans la maison du Sagittaire. Enfin, vous savez, je commence à mélanger. Alors que là, on l'avait vu dans l'épisode d'avant, j'avais pas attiré l'attention dessus, mais elle s'était réveillée assez vite. Je crois qu'ils n'ont pas voulu avoir l'aspect jeune damoiselle en détresse qui est portée pendant la quête. Ah, donc le papillon, qu'on a déjà vu la saison précédente. C'est marrant comme ils veulent absolument rajouter des épreuves entre les maisons comme ça. Et pour le coup là on a un thème, un petit thème façon clochette. Je crois que c'est la première fois qu'on l'entend et qui a une petite saveur, quelque chose de particulier. Un peu mystérieux, un peu mélodique. Qui se remarque, à la différence du reste des thèmes de cette série qui sont globalement assez transparents. Ah, donc voilà Cléo. Le personnage qu'on a vu face au grand pop. Je crois que ce papillon, c'est le papillon que suivait Marine dans un flashback et qui lui permettait de découvrir son masque, si je me rappelle bien. Les chroniques du Sanctuaire. Il me semble que c'est un site web assez connu dans le monde Saint Seiya. Mais la musique de ce passage, pour le coup, est intéressante parce qu'elle a un côté symphonique, un petit peu à la Seiji Yokoyama, qu'on n'avait pas du tout entendu jusqu'à maintenant. C'était assez court, mais pour la première fois, j'ai remarqué la musique. Ah oui, c'est ça, voilà, j'avais oublié. Le papillon symbolise Aiolos. Ces masques ont des pouvoirs. En tout cas, ça leur permet, ce personnage, de justifier l'unique port du masque par Marine, et ça a trouvé une autre utilité que de cacher le sexe féminin des femmes chevaliers. Donc ils ont transformé ça en autre chose. Ce qui est une interprétation, et ce qui n'est pas inintéressant. Ça leur a permis de les conserver, mais de leur donner un autre sens, que celui d'étouffer la féminité, qui aujourd'hui peut paraître comme quelque chose de très rétrograde. En plus, on le fait porter aussi assez... Vous allez me dire, il le porte aussi lors de la montée du chemin des roses. Donc à nouveau, on est dans du total original, total inédit, écoutez, pas désagréable, intriguant, voilà, c'est le terme. Et donc il se retrouve à propulser Ayomotsu Hira, Saka. Et ce qui va lui permettre peut-être d'aller parler à Saori Athena. La voix de Deathmask. Du coup, qui là n'est pas mort, malgré le fait qu'il ait été projeté dans le trou. Remarque, c'est plus qu'une âme translucide, donc si on peut supposer qu'il est quand même mort, mais il arrive à communiquer. Et il vient hanter Saori, assez intéressant. C'est intéressant d'utiliser Deathmask comme ça, de profiter de ce décor pour pouvoir faire ça. L'idée est intéressante. En plus, ça permet Deathmask d'être confronté directement à Athéna.
Alors est-ce qu'on va en profiter pour lui faire une espèce de pseudo-rédemption en l'utilisant comme ça? Saute. Ouais, bon, il n'y a pas de rédemption pour l'instant. Hein. Au contraire. Ah, il a un doute. Il hésite. Limite, il est déçu en fait. Il aurait préféré que cette épreuve lui permette de s'assumer. Intéressant rajout, que ce soit du point de vue de Saori ou de Deathmask, ça c'est du bon rajout ça. Alors du coup, est-ce que c'était quoi? C'était un rêve? C'était dans la tête de Saori? Dans la tête de Saori qui est en train de cauchemarder aux portes de la mort? Ou ça se déroule en parallèle du réveil de Seiya qui est projeté? C'est marrant, ces pensées de Seiya, elles sont brouillées. Bon, en fait, il n'y a pas tant de doute que ça. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. On va attendre la finalité pour savoir. Et la musique est bien dans ces passages. Oula, bah alors là, on est dans une complète inédit, là. Donc, vous voyez, Aldebaran se retrouve aussi aux portes de la mort après l'attaque qu'il a subie avec Mu, j'imagine, à Staril. Bataille dans le royaume des morts. C'est entre chevaliers d'or. Alors là, ouais, ils ont... Full inédit. En tout cas, ouais, il y a plein de personnages qui ont droit à avoir beaucoup plus d'apparitions dans cette version que dans l'original. C'est le cas d'Aldebaran et de Deathmask et d'Aphrodite et de Mu. Bon, tout ne renie pas la première saison, hein, puisqu'il la cite en flashback souvent. Hein. Il l'assume, parce que bien, c'est ce qu'il faut de toute façon. Même s'ils ont réorienté le projet. Alors pour le coup, je ne me rappelle plus si ce dialogue-là, on l'avait déjà à l'origine ou s'ils l'ont rajouté là. J'ai l'impression que si quand même, parce que c'est très développé. Enfin, j'ai l'impression que si, ça a été rajouté pour la scène. En tout cas, ouais, c'est intéressant hein, ce passage, parce que du coup on rend Saori plus... Enfin, on développe davantage Saori, qui a finalement cantonné un rôle très passif, hein, puisqu'elle est dans le coma pendant toute la saga des Chevaliers d'Or. Et là, voilà, on développe un petit peu sa psychologie, on lui donne une épreuve supplémentaire. J'aime bien. J'aime bien l'idée. J'aime bien les variations autour du thème original, quand elles sont fidèles dans l'esprit, ou en tout cas pas qu'elles ne sont pas des trahisons pures à l'esprit. Elle l'a reboosté. Ils nous ont pas du tout expliqué pourquoi il y avait Aldebaran. D'ailleurs, il n'y avait que Aldebaran. Et pas Mu. Ah, elle s'est remise en mode Athéna. Simili rédemption, mais du coup il retourne à la mort. C'était plus de l'ordre de clin d'œil. On nous expliquera pas pourquoi il est revenu comme ça. Par contre, du coup, ouais, que fait le enfin, je pense qu'ils vont l'expliquer plus tard, même si on se doute. Il y a beaucoup de choses magiques dans ce sanctuaire. Hein. Les règles sont beaucoup moins claires que ce qu'elles sont dans la série d'origine. Ah oui, ouais, vous savez que j'avais complètement oublié que oui, normalement ça correspondait à ce passage, au retour de l'armure d'or au sanctuaire. Ah, et on nous a reproduit la case pour le coup du manga. C'est vrai que oui, il y avait tout ce passage-là normalement. Mais voilà, vous voyez, ça c'est, on en revient à ce qu'il y a toujours dans cette série, c'est qu'il développe énormément des choses qui sont pas inintéressantes. Mais les moments clés, qui sont les moments les plus marquants normalement de la bataille, il les adapte mais très vite. Voilà, le moment de la réapparition de l'armure d'or, ça s'est déroulé en un claquement de doigts. Pas du tout d'emphase mise dessus. Terminé. J'imagine que peut-être qu'ils vont en mettre un peu plus après, mais normalement là on avait énormément d'emphase, on voyait toutes les armures d'or résonner entre elles, etc. Et là, c'est anecdotique au regard de tout ce qui a précédé.
Fin de cet épisode 15. Écoutez, ma foi, encore un épisode inédit, je ne m'y attendais pas, je pensais qu'on allait retourner dans les rails du manga, mais en fait là on a eu, si ce n'est que l'apparition de l'armure d'or, vraiment là dans les 5 dernières minutes de l'épisode, tout le reste était du pur inédit, de l'inédit intéressant. Écoutez, hein, on nous a développé le personnage de Cléo, qui est la chroniqueuse du sanctuaire. Alors voilà, quel est l'âge de ce personnage? Est-ce que c'est un personnage qui se réincarne? Est-ce que c'est un personnage dont le rôle est réattribué au fur et à mesure des décennies? Qu'est-ce qu'elle connaît vraiment? Est-ce qu'elle connaît la duplicité de Saga? Parce que c'est le problème de nous mettre un personnage comme ça qui est censé être au courant de tout ce qui se passe. Si ça se trouve, c'est elle qui va révéler la duplicité de Saga à la fin, et pas Mu ou Doko comme dans la série d'origine. On verra, mais j'imagine qu'on va lui donner ce rôle-là, et du coup il va falloir justifier le pourquoi de sa non-intervention. On va voir. En tout cas, voilà. En tout cas, dans ce qui est fait, c'est intéressant, c'est nouveau, tout en étant dans un esprit proche de l'univers. En tout cas, on ne sent pas de trahison. Donc ça m'a plu. Ça m'a plu ce qu'ils ont fait avec Death Mask, avec le fait d'interroger la motivation de Saori, le fait qu'elle retrouve de la motivation en repensant à Seiya, avec justement ce petit effet de style avec le visage de Seiya qui est brouillé dans ses souvenirs, et puis quand elle finit par se rappeler de des sentiments qu'il a évoqués en elle, son visage se fait plus net, et elle retrouve sa détermination, et elle est moins dans le mal, elle va pouvoir supporter, on va dire, la fin de la quête. Donc écoutez, un bon épisode. Après du coup, on voit que le rythme de la série prend son temps. Ce que j'aime bien et à la fois m'embête, puisque alors on le voit bien, hein, c'est que finalement quand ils adaptent les combats, le manga, l'animé, enfin le manga surtout, ils sont hyper fidèles, mais ils font pas de rajout entre. Et du coup ils vont même presque trop vite dans la façon dont ils traitent ces combats-là, au lieu de mettre vraiment l'emphase dessus, et ils développent entre. Donc du coup, en termes de rythme, vous voyez là on est déjà au 3e épisode de cette nouvelle partie de saison. Je pense qu'on va en avoir 12, hein, comme la première partie. On aura un arc du sanctuaire des Gold en 24 épisodes, ce qui est pas mal, mais voilà, j'espère qu'ils vont savoir gérer leurs effets, notamment dans la gestion des futurs combats à mort qui arrivent. Là, les prochains, c'est des combats à mort. Donc là, j'espère qu'ils vont vraiment prendre leur temps, parce que là, sur Milo, je trouve que c'était décevant, ça a été fait de manière assez fidèle, mais sans emphase. J'espère qu'ils vont mettre les bouchées doubles. Le prochain combat, c'est mon combat préféré de la série, normalement. Et même si je ne m'attends pas à retrouver un degré d'intensité tel que à l'époque, dans l'épisode 65-66, j'espère quelque chose de qualité tout de même. Voilà, et ben on se retrouve très bientôt pour le visionnage de l'épisode 16. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et à regarder les autres vidéos de celle-ci. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à vous!